je pense que pour que ce pays puisse vraiment se réconcilier et avancer comme il le faut, il faut tenir compte de ces petites casseroles, de ces petites situations qui sont très encombrantes et qui perturbent l'évolution et l'équilibre démocratique et politique et stabilité de ce Cameroun. Si nous ne tenons pas compte de ces aspects-là, si nous ne tenons pas compte de ces situations-là, nous aurons du mal à évoluer et avancer parce qu'on se rend compte qu'il y a tellement de rancune. Il y a trop de rancune. Et cette haine qui existe entre les Camerounais, surtout au niveau politique, empêche cette sérénité dont nous avons besoin pour que le pays puisse se décoller. Et tant que nous allons rester dans cette situation où chacun se méfie de l'autre, ou quand on est un peu plus fort, on essaie d'écraser l'autre ou on essaie d'étouffer l'autre, ça veut dire que quand vous ne serez plus là, est-ce que ça va être une situation de revanche permanente dans laquelle le Cameroun va se retrouver dans les prochaines années? Je pense que cette situation m'inquiète beaucoup, parce que si nous évoluons dans ce couloir de revanche et d'empêchement de faire évoluer les autres, même si ce sont des adversaires, je pense qu'à un moment donné, il va falloir quand même qu'on siffle un peu la fin et que quelque part, on essaye de donner l'impression aux Camerounais qu'on a envie de passer à autre chose. On a envie d'aller dans un camp un peu plus sérieux où chacun peut se retrouver, parce que la réalité c'est qu'il va falloir qu'on doit faire des efforts pour que cette personne quitte la prison, parce que la plupart d'entre eux, c'est difficile de donner une bonne raison pour laquelle ils se sont retrouvés là-bas. Merci. Des personnes arrêtées le 22 septembre 2020, Serge Pelé-Onana, mais d'autres aussi arrêtées la veille, c'est-à-dire le 21 septembre 2020, qui manifestaient ou qui avaient l'intention de manifester contre les résultats du scrutin d'octobre 2018, mais aussi contester, revendiquer plus de transparence dans la gestion des fonds publics en rapport avec les malversations réputées autour de l'organisation de la CAN 2019, finalement retirées au Cameroun. Est-ce que le droit de manifester qui est consacré par la Constitution est toujours en vigueur au Cameroun? Bien sûr, le droit de manifester est en vigueur au Cameroun. Il faut rappeler, M. Brice Kamga, que le contexte dans lequel ces arrestations se sont faites nous donne quand même aujourd'hui une certaine appréhension de ce qu'il y avait des raisons valables que ces arrestations aient lieu, sans être de la justice, parce que nous ne représentons pas ici la justice, l'administration de la justice. Nous sommes un parti politique et nous observons nos adversaires. Et vous vous souvenez, M. Brice Kamga, que la contestation du scrutin est l'argument principal qui avait été évoqué par le professeur Maurice Kamto et ses militants, parce qu'on brandit très souvent trois arguments. On dit qu'il était question de lutter contre, en tout cas d'exiger la transparence dans la gouvernance, demander un dialogue public qui allait rassembler les Camerounais. Autour de la crise dans les régions du Nord-Ouest. La crise, voilà, dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Rendre compte des fonds, rendre compte des comptes, voilà. Retirés au Cameroun. Exactement. Et du Covid-19. Mais quand vous regardez en profondeur, M. Kamga, vous vous rendez compte que c'était d'abord une contestation électorale. Puisque le professeur Maurice Kamto s'était autoproclamé à la surprise générale. Et ensuite, il avait été appelé, il avait reçu par ses partisans l'onction de président élu, entre guillemets, et il était question donc d'amener les Camerounais à contester le résultat de l'élection présidentielle de 2018, alors même que, justement, il y avait une opportunité en 2020, élection couplée municipale et législative, de conforter donc, ou alors de montrer donc aux Camerounais cette popularité-là. On voit bien que en 2020, en septembre 2020, ce n'était pas la voie qui a été choisie. Déjà en 2019, le professeur Maurice Kamto, toujours à la surprise générale, alors qu'on attendait donc que cette popularité qui était revendiquée se consolide au niveau des élections locales. Mais comme on était dans un marchandage politique, puisque l'élection locale allait montrer justement la déculottée et donc remettre en question cette popularité revendiquée à la présidentielle, on a plutôt choisi une autre voie, une autre direction, qui, justement, ne pouvait pas être encouragée par les autorités, parce que l'objectif, c'était de contester
le président officiellement élu et légitime du Cameroun, M. Paul Biya, et l'argument c'était d'aller le déloger, si vous vous souvenez. Et je dois vous dire, M. Kamga, que les gens vous disent que non, est-ce qu'ils avaient des armes, est-ce qu'ils avaient ceci pour menacer. Avant leur capacité à arriver à l'objectif que vous venez de dénoncer, est-ce que le droit de contester est absous dans ce cas-ci? Mais je vous dis bien que la contestation n'était pas un problème. Ce qui était un problème, c'était de remettre en question une élection présidentielle et d'amener le peuple à renverser justement celui qui était élu, qui était choisi par le peuple camerounais. Et j'étais en train de vouloir vous démontrer que au-delà de la menace insurrectionnelle que les gens voient en avant, voient très souvent, il y avait aussi que cela a entraîné une psychose sociale. Moi, je me souviens, à cette époque, en tant que responsable dans l'administration, pour faire un détour de ce côté-là, mes collaborateurs me demandaient s'il fallait venir le 22 septembre, parce que c'était un jour ouvrable. Il y avait une psychose qui s'était emparée du pays. Les gens avaient peur, redoutaient même de sortir ce jour-là. Et il y avait aussi une autre psychose, une psychose économique, parce que, justement, c'était une menace à l'ordre gouvernant et à la stabilité sociopolitique. Donc, on ne peut pas prendre cela à la légère. Ce d'autant plus que, lorsque vous regardez la suite des événements, vous vous rendez bien compte qu'on est resté radical, on est resté sur la position selon laquelle on avait un président pseudo-élu, qui était le professeur Maurice Kamto, et qu'on avait en face, n'est-ce pas, un président illégitime, qu'on voulait donc par tous les moyens mettre en difficulté. Et on voit bien que c'est une insurrection, c'est une atteinte à l'insurrection. Personne ne voudrait voir des citoyens aussi valeureux que M. Fogué, M. Bibou Nissa. Ce sont des Camerounais dont le Cameroun a besoin, pas en tant que militant d'une famille politique, mais en tant que brillant esprit. Vous avez des intellectuels de haut vol comme ceux-là. Vous leur privez du droit d'être militant politique? Non, mais nous disons que cette situation qui les amène où ils sont aujourd'hui, en prison, n'aide pas le Cameroun d'abord, parce que ce sont des valeureux citoyens qui auraient pu, aujourd'hui, peuvent contribuer au progrès de notre pays, mais ce n'est pas de la même manière que lorsqu'ils jouissent de leur liberté. Ils sont contraints sur le plan de la mobilité, et ils ne peuvent pas se déployer physiquement. Et nous disons, M. Kamga, que nous qui sommes également nous sommes également un parti politique qui connaît des militants en prison, qui sont nombreux. J'entendais M. Moudiki dire tout à l'heure que les militants du MRC seraient victimes de raillerie. Mais si donc un militant, un citoyen comme M. Bibou Nissan, pour prendre son exemple, est victime de raillerie, combien plus un haut commis de l'État? Ils sont nombreux, nos camarades, qui se retrouvent là-bas, qui sont des anciens premiers ministres, qui sont des anciens secrétaires généraux de la présidence de la République. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce qu'on pourrait imaginer? Non, s'il faut parler de raillerie, on reste sur le fait que c'est une atteinte à la dignité humaine. Et ça ne peut pas faire l'affaire, n'est-ce pas, du RDPC, que les gens soient dans cet état de choses. Mais il faut rappeler quand même que il ne s'agissait pas d'arrestation arbitraire. Ils ont été traduits devant les juridictions compétentes et des sanctions ont été rendues et elles ont été appliquées. David Moukoudi, sur ces arrestations, condamnations ensuite pour rébellion et insurrection, entre autres, où est-ce qu'on met le rôle des forces de maintien de l'ordre qui, dans la loi de 90, ont la mission, le rôle d'encadrer les manifestants? Oui, peut-être avant d'y arriver, je vais d'abord faire une précision à Serge pour qu'ils comprennent que non, le cas des militants ou des anciens membres du gouvernement du RDPC qui sont aujourd'hui en prison n'est pas comparable à celui au cas des militants du MRC qui sont en prison, parce que c'est pas pour les mêmes raisons. Du RDPC, vous voulez dire? Du MRC qui sont en prison, c'est pas pour les mêmes raisons. Ceux du RDPC et donc membres du gouvernement, ils sont, on le sait, parce qu'ils ont détourné la fortune publique. Ils ont, avec toute preuve à l'appui, ils ont détourné de l'argent public. Et si vous voulez qu'on aille plus loin pour montrer les conséquences du détournement des fonds publics, eh bien, dans d'autres pays, ça vaut même la pendaison.
Parce que quand vous détournez les fonds publics, vous empêchez l'État de fonctionner. Vous empêchez l'État de construire les écoles. Donc, aux enfants d'être bien formés et éduqués. Vous empêchez l'État de construire les routes. Donc, d'empêcher les embouteillages que nous avons tous les jours et les accidents qui causent la mort des gens. Vous empêchez l'État de justement construire les hôpitaux et les équiper. Donc, le citoyen ne peut pas se soigner parce que l'argent dédié à la construction des centres hospitaliers, à l'équipement de ces centres a été détourné par une catégorie de personnes. C'est pour ça que ceux-là sont en prison, parce qu'effectivement, eux, ils ont attenté à la vie de l'État et également à la vie et à la dignité humaine. Contrairement aux militants du MSC qui, jusqu'ici, et Serge ne va pas me démentir, lors des audiences, des procès, aucun élément probable de preuve n'a été apporté de ce dont ils sont accusés. On les accuse d'insurrection. Quel élément probant? Vous savez, le code pénal ne se limite pas à la présomption. Il faut l'élément matériel pour condamner quelqu'un pénalement. C'est-à-dire qu'on se limite parce que Donna Brice a dit « Demain, je vais marcher de la Mobile Bonacoama jusqu'à chez le gouverneur. » Que ça suffit qu'on vienne le prendre, qu'on le jette à Niebel et qu'on dise insurrection. Mon Dieu, non, c'est pas ça l'insurrection. Est-ce qu'il est passé à l'acte? Quels étaient les éléments matériels, les mobiles qu'il a essayé de mobiliser pour passer à l'acte? Est-ce que nous avons les éléments qui prouvent effectivement que les militants du MRC en 2020, 2019 et 2020 avaient suffisamment un programme détaillé pour mettre en place l'insurrection? Alors, sur le rôle d'encadrement des forces de médecins. Et donc, ça me permet de dire justement, même lorsque nous organisons, un parti politique organise une manifestation publique, une marche, c'est qu'il y a un droit. Il faut toujours commencer par rappeler que c'est un droit constitutionnel et c'est un droit qui est consacré par les instruments ratifiés au niveau international et au niveau régional, donc à l'ONU et au niveau de l'Union africaine par l'État du Cameroun, qui demande à ce que les États prennent des dispositions pour sécuriser les manifestations. Au même titre que les organisateurs de la manifestation prennent toutes les dispositions sécuritaires pour qu'il n'y ait pas de dérapage. Je pense que jusqu'ici, l'un des partis qui a démontré que c'est lors de ces manifestations publiques et politiques qui a soulevé le dérapage, c'est le parti au pouvoir, c'est le RDPC. On a vu lors des manifestations organisées par ce parti, les militants faire les casses. On a vu comment ils ont brûlé certains édifices. Mais où sont-ils aujourd'hui? Sont-ils devant les tribunaux militaires? Ont-ils pris 7 ans d'emprisonnement, 10 ans d'emprisonnement pour certains des autres? Non. Mais comment se fait-il qu'on arrive à ce qu'une manifestation qui a été annoncée, qui n'a plus eu lieu, qu'on se retrouve à aller pourchasser certaines personnes jusque dans leur domicile? Vous savez qu'il y a les militants du MRC qu'on n'a pas pris en route. On allait chercher dans leur domicile. Donc ils ne sont même pas sortis dans la rue pour commencer toutefois à manifester ou à marcher. On allait les prendre. Donc c'est pour dire, à ce niveau-là, les militaires, les forces de l'ordre et de sécurité ont un rôle très important dans la sécurisation des manifestations et des réunions publiques, lorsque celles-ci arrivent à avoir lieu. Mais lorsqu'elles n'ont pas lieu, comme beaucoup d'autres, moi je vais vous prendre un cas. Nous, par exemple, à Monde Avenir, on a souvent organisé les réunions publiques. Mais rassurez-vous, au lieu que les forces de sécurité de maintien de l'ordre viennent pour se rassurer que nous avons pris toutes les dispositions pour la sécurité des lieux où notre réunion est en train de se dérouler, et qu'ils nous prennent même main forte, ils viennent plutôt pour interdire, pour le simple fait que nous sommes en train de venir éduquer les populations sur leurs droits, et dans le sujet que nous abordons là, demande à ce que nous ayons l'approbation du préfet ou du sous-préfet de Séan avant d'aller mener cette activité sur le terrain. D'accord. Près de 500 personnes arrêtées à l'époque dans diverses villes du Cameroun. Simon Moukete, 38 sont aujourd'hui encore en prison, condamnés. Et les avocats ont introduit un pourvoi en cassation devant la Cour suprême du Cameroun depuis 2022, mais sans suite d'après les avocats qui défendent ces personnes-là. Comment comprendre ces lenteurs? Vous savez, on peut constater, parce qu'il ne faut pas être de mauvaise foi, je pense qu'on constate qu'il y a quand même beaucoup de perturbations politiques autour de ces arrestations. Parce que ça fait, pour certains, pratiquement 5 ans, pour d'autres un peu moins, pour d'autres un peu plus,
qu'on se retrouve dans cette situation où il n'y a pas d'éclaircie. On n'a pas l'impression qu'il y a une lisibilité en ce qui concerne la partie judiciaire de cette situation, qui est assez grave, qui perturbe et qui touche l'image du Cameroun et son fonctionnement démocratique. Je pense que le Cameroun est en train d'amorcer un virage qui est capital et moi je vais rester beaucoup plus sur ce qui concerne le futur. Je pense que ce mode de fonctionnement aura du mal à prospérer même après ces élections, que ce soit le président Paul Biya qui gagne les élections ou c'est un opposant. Je pense que cette façon de fonctionner, nous devons vraiment la quitter, essayer vraiment d'être plus légitime dans le fonctionnement et dans l'opérationnalisation de la mise en place de procédures étatiques en ce qui concerne certains fonctionnements. Parce que c'est difficile d'avoir des personnes qui sont en prison alors qu'ils ne sont pas... On n'a vraiment pas de raison valable pour lesquelles ils y sont. Donc je pense que c'est un peu embêtant. Je pense que même si on a envie de prôner l'équilibre de l'État, même si on a envie de prôner la paix, on est obligé de regarder dans le rétroviseur et de se dire que ce n'est pas possible que nous continuions à fonctionner de cette façon-là avec des méthodes pareilles. Ça n'aide pas le Cameroun, mais franchement, ça salit l'image du Cameroun et nous avons des efforts à faire. Il faut le faire tout de suite. Et vraiment, je pense que ce qui sera primordial, c'est aujourd'hui, c'est après le 12 octobre, il faudra que toutes ces personnes soient dehors. Je voudrais qu'on retienne de moi l'image de celui qui a apporté la démocratie et la prospérité au Cameroun, disait Paul Biya. Dans les années 90, au début des années 90 précisément, Serge Pélé Onana, est-ce que 34 ans après, cet engagement est tenu pour ce qui est de la démocratie? Bon, on ne peut pas dire qu'on est arrivé au but, mais on avance considérablement. Souvenez-vous qu'à une certaine époque, il fallait entrer dans le maquis pour exprimer ses opinions. Mais le président Paul Biya, quand il arrive aux affaires, il dit nul n'est plus besoin d'entrer dans le maquis pour exprimer ses opinions. Donc, nous avons des membres du gouvernement, anciens membres, ex-membres du gouvernement, M. Issa Chirouma Bakari, pour les citer, et M. Beleboa Magari, qui ont démissionné. Ils ont exprimé librement leurs pensées et leurs choix. Ils se sont lancés dans la course présidentielle. Personne n'a été inquiété. Pour ceux qui ont vécu à l'époque de l'ancien régime, celui, n'est-ce pas, du parti unique, peuvent vous dire ce que représentait la contestation et comment elle était traitée. Mais aujourd'hui, vous pouvez vous exprimer, vous pouvez défendre un point de vue sans que vous ne soyez inquiété. Donc on a fait beaucoup d'efforts, que ce soit dans la liberté de penser, que ce soit dans la liberté de s'exprimer. Vous regardez le paysage audiovisuel au Cameroun aujourd'hui, c'est l'un des plus pluriels d'Afrique, je vous assure, où on s'exprime librement, n'est-ce pas, sans limite, sans, n'est-ce pas, conditions. Donc, on peut dire qu'il y a eu des progrès. Évidemment, il peut y avoir des brebis galeuses, ça et là, parce que nous, au RDPC, on n'est pas souvent d'accord avec certaines mesures qui sont parfois prises par certaines autorités administratives, visant, n'est-ce pas, à museler ou alors à interdire de façon abusive certaines manifestations politiques. Ce n'est pas l'idéologie du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. L'opposition note Nous que sommes les un parti interdictions de liberté. L'opposition note que les interdictions sont devenues la règle et les autorisations l'exception. Ce n'est jamais la position du Rassemblement démocratique du peuple camerounais quand ce serait le cas. Mais on observe bien qu'il y a une grande avancée. Nous avons vu un candidat à l'élection présidentielle présenter son ouvrage, n'est-ce pas, à plusieurs reprises, les 2 ouvrages qu'il a publiés, organiser un meeting à Kribi avant le début de la campagne électorale. On n'a pas connaissance qu'il ait été inquiété. Et dans les cas où c'est fait, nous disons que ce sont des cas isolés. On voit bien qu'il y a une volonté de laisser les Camerounais s'exprimer. Et ce sera le cas lors de la prochaine élection présidentielle, le 12 octobre prochain. Nous voulons au RDPC, en tout cas, en ce qui nous concerne, une élection inclusive, une élection transparente, une élection, bien entendu, nette,
qui n'appelle à aucune contestation, à la fois nationale et internationale, parce que nous sommes convaincus que les signaux sont au vert, tel que c'est parti, pour qu'on assiste à une élection, n'est-ce pas, sans contestation quelconque, parce que les conditions préalables nous semblent satisfaisantes. Maintenant, nous voulons chuter M. Kamga en disant que n'oubliez pas quand même que sous la magnanimité du président Paul Biya, Monsieur Maurice Kamto, professeur Maurice Kamto, avait été libéré, avait été gracié de façon totalement... Non, c'est pas la grâce. La grâce intervient quand il y a une condamnation définitive. Bon, il a été libéré. C'était l'arrêt des poursuites. L'arrêt des poursuites, voilà, on n'est pas très loin de là. À travers, justement, une volonté d'apaisement. D'apaisement, n'est-ce pas? Parce qu'il aurait pu y rester. Alors nous parlons, il aurait pu rester en prison. En attendant. Peut-être qu'il aurait été un meilleur leader s'il avait posé comme condition que ceux qu'il a entraînés, n'est-ce pas, en prison, sortent avec lui. Peut-être ça aurait facilité la tâche à ceux qui y sont encore aujourd'hui. David Moukoudi, Amnesty International demande dans sa sortie la plus récente la libération immédiate de ces personnes qui sont encore en détention. C'est une nouvelle mauvaise publicité pour le Cameroun sur le plan international? Peut-être avant d'y arriver aussi, non, je voulais dire, d'habitude on entend souvent ça, ce que le professeur Maurice Kamto, je ne pense pas qu'il a entraîné qui que ce soit dans quoi que ce soit. Quand on est leader d'un parti politique, on est leader d'opinion, eh bien on a une vision, on partage sa vision avec les gens, et les gens adhèrent à cette vision et militent avec vous pour l'avancement et l'accomplissement de cette vision. C'est pour ça justement que Serge est derrière le président Paul Biya, pour sa vision. Donc il ne va pas dire que si demain ou après-demain quelque chose lui arrive parce qu'il a manifesté, que ce serait de la faute du président de son parti qui lui aurait entraîné. Non, il ne faudrait pas qu'on cherche toujours à vouloir diaboliser l'homme, parce que c'est ça que nous disons et que les gens ont l'impression que nous défendons forcément le professeur Maurice Kamto. Oui, à un moment donné, il faut défendre parce qu'on réalise que le discours parfois qui est tenu, c'est comme si c'était un discours ciblé sur la personne. Parce que je vais prendre cette petite parenthèse avant de revenir à votre question. Vous vous souvenez, on a un député de la nation, avant qu'il soit député lors des élections, qui a fait le témoignage qu'il a menacé tout un procureur au téléphone de brûler son bureau s'il ne rendait pas les résultats tels que tous ont dans leur PV. Rien n'avait été fait à ce député. Pas pour dire qu'il fallait lui faire quelque chose. Mais pourquoi, lorsque c'est le professeur Maurice Kamto qui fait juste une petite déclaration, on enflamme? On trouve qu'il est l'homme à abattre, c'est lui qui veut détruire le pays. Pourtant, jusqu'ici, il n'a jamais tenu même un discours menaçant de violence de ce genre. Donc, on a l'impression que non, soit c'est lui qui est ciblé personnellement avec son parti, soit il y a autre chose derrière. Maintenant, revenons par rapport à cette sortie d'Amnesty International. Une énième sortie, d'autres ONG ont réagi évidemment, sur ces arrestations depuis de nombreuses années. Je veux dire qu'un monde à venir, c'est le travail que nous faisons depuis. C'est de dénoncer les cas de violation, nous documentons, nous faisons les rapports que nous adressons aux autorités administratives chaque année, chaque trimestre, chaque semestre. D'ailleurs, d'ici la fin de ce mois, nous allons produire le rapport sur l'état, la situation de violation des droits de l'homme au Cameroun pour le premier semestre de cette année. Un rapport qui est produit avec le concours de plusieurs autres organisations, près d'une trentaine. Et c'est des choses que nous disons tout le temps, que nous dénonçons. Mais nous sommes parfois écœurés de savoir que lorsque nous le disons, on a l'impression qu'on n'est pas très écoutés. Il faut absolument que ça vienne toujours des organisations internationales, des organisations qui sont loin du pays, qui prennent position sur ces choses. Pourtant, la plupart de ces organisations s'appuient sur les rapports des organisations au niveau national. Donc, elles n'inventent rien, elles ne disent rien, elles disent simplement ce que nous disons depuis longtemps et nous interpellons les pouvoirs publics à prendre toutes les mesures nécessaires pour que justement, je crois que tout à l'heure, l'aîné Simon Mokotela le disait, nous sommes dans un contexte assez tendu où il va falloir temporiser, calmer les esprits, ne serait-ce que pour le maintien de la cohésion sociale, pour le maintien de la paix sociale. Il faut prendre un certain nombre de décisions
pour faire table rase sur tout ce qui est en train de se passer. Parce que le Cameroun mérite mieux que ça. Nous parlons des partis politiques, mais nous oublions les journalistes qui également, parce qu'ils ont utilisé leur liberté d'expression, certains sont en prison, d'autres sont tués. J'ai envie de poser la question à mon cher et estimé Serge, où sont Ouazizi et Martinez Zogo? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour se retrouver là où ils sont? Si tel est vrai que la liberté d'expression est respectée dans notre pays, mais voilà, pour ne que prendre ces deux cas de journalistes qui ont utilisé leur micro, et parce qu'ils ont utilisé leur micro, on sait là où ils se retrouvent aujourd'hui. Ils n'ont plus la possibilité d'utiliser ce micro pour informer et former l'opinion publique, pour exercer leur métier comme vous et moi exerçons notre métier au quotidien. C'est des choses sur lesquelles nous devons revenir. On doit s'asseoir autour de la table pour dire, regardons-nous les yeux dans les yeux, est-ce que c'est véritablement ce que le Cameroun mérite? Le Cameroun qui est ce pays qui est tant regardé, pas seulement dans la sous-région Afrique centrale, pas seulement en Afrique, mais dans le monde entier à cause de sa position géostratégique par rapport à nos ressources, à nos richesses. Le monde entier nous regarde, mais nous sommes à la traîne et ça fait que au niveau international, au niveau mondial, nous ne sommes pas bien vus. Simon Mokete, vous parlez tout à l'heure des conséquences de ces arrestations, de ces condamnations. Quelles sont ces conséquences sur le plan pour les familles qui sont concernées, pour la vie politique en général, plus globalement? Il faut dire que les conséquences, c'est d'abord la haine qui s'installe et la méfiance et cette manque de croyance et de confiance à l'État. Et je pense que pour le virage que nous sommes en train d'amorcer, il est important qu'un nettoyage se fasse. C'est très important. Un nettoyage de quelle nature? Nettoyage, c'est-à-dire qu'il faut qu'on franchisse un cap. On doit faire l'effort nécessaire et la population doit percevoir au niveau de l'État qu'il y a une réelle volonté de vraiment passer à quelque chose de plus positif dans la gestion de de plus humain, de cette situation, de ces situations qui touchent le fond et le cœur de la République. Il est important, je pense qu'aujourd'hui, le président, qu'on le veut ou non, il est en train de partir. C'est important qu'il laisse quelque chose de positif. Pas forcément que son entourage. Lui-même en tant que président, je pense qu'il est important. C'est pour ça que je suis sûr et certain. Et j'espère qu'après le 12, il y aura des vraies décisions. Peu importe la personne qui va remporter cette élection, pour qu'on puisse passer à autre chose, de pouvoir donner un peu d'humain dans le fonctionnement et la gestion des affaires du Cameroun, parce que ça, il en manque énormément. On a l'impression qu'on est dans un no man's land où très peu de choses se font normalement. Et on a vraiment besoin de passer à un autre cap. Mais je pense qu'on est capable. Les Camerounais ne doivent pas tomber dans cette tentation de détester l'autre. Vraiment, il faut qu'on essaye de faire cet effort-là. Mais on a besoin que la main de l'État donne le là pour que tout le monde puisse suivre. Serge Pello Onana, est-ce qu'au RDPC, on entend cet appel à l'apaisement? Par quel bout est-ce qu'il faut le rendre opérationnel? Notre président national a toujours été un homme apaisé et humain. Voilà pourquoi notre idéologie politique, c'est le libéralisme communautaire. À la différence du libéralisme sauvage, si je peux l'appeler ainsi, qui met l'individu au centre de la société, notre libéralisme met l'homme et l'intérêt commun au centre, n'est-ce pas, de la politique. Maintenant, quand vous faites l'histoire, M. Brice Kamga, de notre politique depuis la première élection de 1992, vous vous rendez compte qu'on a eu des hommes politiques qui ont opté pour l'idéologie et jamais pour la rue. Regardez depuis 2018 à quoi ressemble notre paysage politique. On ne l'a jamais connu avant cette période-là, où on assiste à une montée de la haine, un repli identitaire, et justement un appel, n'est-ce pas, à une déstabilisation des institutions par des voies insurrectionnelles. On ne l'a jamais connu avant 2018. Avant que vous continuiez, quand vous précisez, vous rappelez que la rue dont vous parlez, c'est-à-dire le droit de manifester, est consacré par la Constitution dès son préambule. Oui, oui, selon en conformité avec les règles de la République. Et en fonction également de l'objectif visé. Mais aucun pays au monde, M. Kamga, n'acceptera que même nos États-Unis, le siège des libertés, la première puissance du monde en matière de droits de l'homme, on n'acceptera jamais
où on ne va jamais concéder qu'une manifestation ait pour objectif d'aller déloger l'élu du peuple à la Maison Blanche. Parce que même rien que dans la pensée, dans l'intention, c'est dangereux pour la République. Mon ami Moudiki semble minimiser cette manifestation parce qu'il estime que... Voilà. Parce qu'il estime que... Mokodi, autant pour moi, merci. Il estime que non, il n'y a pas eu visiblement d'actes répréhensibles, etc. Rien que l'intention qui animait cette marche du 22 septembre était très dangereuse pour la République. Parce que, figurez-vous que l'objectif, c'était de déstabiliser le président de la République. Non, regardez... Ça, c'est vous qui le dites. Non, c'était clair. Ce n'est pas ce qui était dit. C'était évident. Le MSA a déclaré ne perdez pas de vue qu'on était encore... les objectifs et les raisons de ces marches organisées. Permettez-moi de chuter. Ne perdez pas de vue, M. Kamga, qu'on était encore dans, justement, la psychose de ce qui s'est passé au Nozo. Parce qu'au Nozo, au départ, c'est des revendications corporatistes. Hein. Ce n'est pas la guerre qu'on qui ont été mal gérées. Voilà. Mais aujourd'hui, 10 ans après aujourd'hui, il est difficile de contenir socialement et politiquement ces régions-là. Vous comprenez donc que ça peut partir de rien, ça peut partir d'une étincelle. Mais quand c'est mal géré. Non, parce qu'au Nozo, c'était mal géré. Des mesures n'ont pas été prises pour ces revendications corporatistes. Après, au-delà même des revendications, on est brimé, pour apaiser et pour ramener la sérénité. Après qu'on ait brimé ceux qui revendiquaient. Il y a une récupération, n'est-ce pas, tapis dans l'ombre, de ces revendications légitimes-là vers le désordre et tout ce que nous vivons aujourd'hui. Donc, la marche du 22 septembre présentait les signes, n'est-ce pas, d'une déstabilisation évidente à ce qu'on a vu en Côte d'Ivoire. Ne perdez pas de vue qu'on était parti également d'une autoproclamation en violation, n'est-ce pas, de la décision du Conseil constitutionnel. Merci. Et qu'est-ce qu'on a connu par la suite en Côte d'Ivoire?